Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Venez, rentrez. Coucou Camille. Installez-vous, prenez un café. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de bureau si c'est possible. Moi, je triche, j'en ai un Batman. Et ça se remplit. Vous allez voir, aujourd'hui, on va voir des trucs cool et en plus, vous allez avoir une exclusivité mondiale. Vous voyez Sarah aujourd'hui. Je vous le redirai quand on va se lancer un peu, dans quelques minutes. C'est une grande première. Exactement. J'ai fini par la voir. Il est 10h31. Je vais l'attendre encore quelques minutes pour que les derniers retardataires puissent se connecter. Je regarde si elle est peut-être connue dans la liste, sait-on jamais. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, du coup, le système qu'on utilise, il vous permet deux choses. Il vous permet de papoter entre vous, et je vois que le chat s'anime déjà, pour dire bonjour, pour rebondir sur des choses qui ont été dites, etc. Et vous avez aussi une partie qui est une partie pour les questions. Donc, c'est vraiment hyper important que vous utilisez cette partie-là précisément quand vous avez une question, parce que ça nous permet de la retrouver plus facilement, plutôt que dans le chat qui peut être très animé et au bout d'un moment, on va perdre les questions de vue et ce serait dommage. Donc surtout, n'hésitez pas à vous servir de ça. Bonjour Marion, bonjour Alex, Sabrina, Camille, Linda, Guillaume, Steven, Alexandre, Evelyne, Sébastien, Julie. Waouh, ça en fait du monde. Bonjour Patricia. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en attendant qu'on se lance? Allez. Est-ce que je peux le lancer par là? Non, il n'a pas envie. Hop. Ça continue à se remplir. Ajouter. Écoutez, hop. Est-ce que tout va bien dans le chat? Est-ce que vous avez la belle météo? Est-ce que c'est déjà les vacances? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au bord de la plage avec un mojito? Auquel cas je suis jalouse. Tôt pour le mojito, non? 10h30, ouais, c'est tôt, Charlie, c'est tôt. Si t'es un pirate, le rhum, ça marche partout sur la planète, d'accord? Charlie qui ne boit pas d'alcool. Surtout que moi, je ne bois jamais d'alcool, donc c'est fantastique. Je ne connais pas les us et les coutumes. Je ne sais pas ce que vous racontez là. Prenez des Virgin Morito, voilà. Ça marche. Les Virgin Morito, ça fonctionne. C'est frais, un peu de menthe, de citron, Non, c'est bien pour commencer la journée. Voilà, ça marche. Je me rattrape. Vous êtes où? Je vois qu'il y a du monde de Lyon. Moi, je suis en Normandie. Jeff, tu es sur Barcelone. Barcelone, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Et moi, je suis à côté de Lyon pour ceux qui savent. Et d'ailleurs, je vois que Julie confirme que c'est la canicule. Un Finistérien. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bon, on a perdu Sarah. On va vous laisser. Du nord du Finistère, voilà. Dis donc, il y a l'île en force dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? J'adore ce jeu. J'entends pas Toulouse, Charlie. Aucun Toulousain dans la place? Il y en a un. Ah. Je vois Thomas de Toulouse. Ah non, deux, Célia. Attends, on fait un sondage des villes de France. C'est le Tour de France avec Boon Manager. T'imagines? Si on faisait une petite carte. Allez, et bah du coup, je pense qu'il est quoi? Il est 34. Allez, ça va être l'heure de démarrer gentiment. On voit que le nombre de participants s'est stabilisé, tant qu'à faire. De toute façon, pour les retardataires ou pour ceux qui devraient partir un peu avant, sait-on jamais, ça peut arriver. Comme d'habitude, vous aurez un replay qui sera à disposition, un article et un replay. Donc, vous ne manquerez absolument rien, mais s'il vous plaît, quand même, restez avec nous. C'est plus sympa quand il y a du monde pour nous lancer. Et voilà, let's go, c'est parti, en avant. Bonjour et bienvenue du coup pour le rendez-vous des experts. Attention, numéro 6, et j'arrive encore à compter, magnifique. C'est le 6e épisode de ce rendez-vous. C'est un nouveau format qu'on a lancé depuis le début de l'année. C'est, entre 30, mais c'est plus souvent 60 minutes quand même, d'échanges avec des experts métiers des ESN à qui on va demander tout au long de l'année de venir partager leurs expériences du terrain sur des thématiques spécifiques qui vous intéressent vous spécialement, parce que le but c'est de vous donner des billes pour bosser au quotidien.
La personne qui parle trop, c'est Charlie. Coucou, je suis responsable du support chez Boon Manager, donc peut-être que vous m'avez croisé au support. Ma spécialité, c'est les cas tordus. Et comme d'hab, je serai votre animatrice sur ce 6e rendez-vous. Et là, attention, je faisais le spoiler alerte au tout début, événement spécial. D'habitude, je vous dis que ma partner in crimes, elle est cachée derrière le rideau et que vous ne la verrez jamais. Et bien, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, Sarah, qui est notre Content and Customer Education Manager, elle n'est pas en coulisses à modérer le chat. Elle est avec nous sur scène et on va vous expliquer pourquoi juste après. Et ce format-ci, il est comme d'habitude co-construit toutes les deux et on est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui est un peu particulier parce que ce mois-ci, on va vous dévoiler notre tout premier baromètre métier qui va être consacré au recrutement en ESN. En gros, il y a près d'une centaine de professionnels, 114 si ma mémoire est bonne, du secteur qui ont participé, du coup, ça me permet d'offrir un aperçu précieux des tendances actuelles du recrutement en ESN et on vous propose d'analyser du coup ensemble ces résultats. Du coup, format particulier, ça veut dire qu'on veut que vous participiez. Pour une fois, on n'est pas les seuls à parler. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir dans le chat, à nous dire ce que vous pensez des chiffres qui vont s'afficher. Ça vous étonne pas, pourquoi, etc. Vraiment, aujourd'hui, c'est votre espace et c'est hyper précieux pour nous. Donc, n'hésitez pas à participer. Et du coup, avec nous, comme je vous disais aujourd'hui, Sarah, parce qu'elle a conçu cette étude et analysé les données qu'elle a recueillies. Mais on a aussi la chance et l'honneur d'avoir Jeff avec nous, qui est le responsable recrutement chez Boond et qui va nous aider à décrypter les tendances révélées par ce baromètre. Coucou Jeff. Hello, comment tu vas ce matin? Merci pour l'invite. Bah, écoute, avec grand plaisir. Ça va, hein, ça me replonge dans mes années ESN aussi, parce que j'y ai passé 5 ans, donc toujours sympa. C'est ce que j'allais dire. La légitimité, elle est double. Un, tu fais du super méga recrutement, et je dis pas ça parce que tu m'as recruté chez Boond, pour la partie Boond. Mais je dis ça aussi parce que tu as bossé pendant très longtemps en ESN, donc tu as vraiment une vision du secteur et du métier qui va être hyper précieuse pour nous ce matin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours, un truc exceptionnel? Ouais. Non, tu as tout résumé, tu es parfaite. Allez. Pour ceux qui viennent nous voir régulièrement, vous le savez que d'habitude, on lance un sondage pour lancer l'épisode. Aujourd'hui, le sondage, il est un petit peu différent parce qu'il n'est pas sur le sujet. C'est parce que Sarah et moi, on a envie de savoir, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un rendez-vous des experts ou est-ce qu'en fait, vous êtes des amis à nous et que maintenant, vous venez à tous les épisodes? Hop, je publie. Et je balance. Ah. Voyons. Là, l'idée pour nous, c'est juste de se faire un peu plaisir pour savoir si le format vous plaît. Et il y a pas mal de monde qui a déjà vu un ou plusieurs épisodes en replay, ça fait plaisir. On a 2 habitués. Coucou les amis. Et on a plein de nouveaux. Et ben voilà, à partir de maintenant, vous allez venir à tous les épisodes. N'hésitez pas à suivre également sur notre espace, sur notre chaîne YouTube, où les replays sont partagés. Donc voilà, quand on ne peut pas toujours les suivre, vous retrouvez les précédents épisodes, mais voilà, on est assez contente. C'est un bon bilan, je trouve, pour un 6e épisode. Donc ça va nous encourager à poursuivre. Et surtout que sur les épisodes précédents, on en a fait un hyper intéressant sur le recrutement, justement, donc qui va recouper un peu étonnamment, enfin pas étonnamment du coup, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour par cet épisode-là. Hop, et c'est parti. Attention, en avant, baromètre recrutement juin 2025. Sarah, est-ce que pour commencer, pour lancer ce live talk, tu peux nous expliquer pourquoi et dans quel contexte tu as décidé de créer ce tout premier baromètre métier chez Boond? Le pourquoi, c'était que en fait, ça faisait longtemps qu'on voulait publier des études chez Boond. C'est vrai qu'en tant qu'éditeur de solutions métiers, on a quand même la chance d'être un peu en immersion au quotidien chez les clients qu'on accompagne. On a l'occasion d'observer pas mal d'organisations, leur fonctionnement, leur levier d'optimisation, ce qu'ils font bien, ce qu'ils font moins bien. Et là, si je parle peut-être du côté des Boond Coach, donc nos équipes de formateurs, de CSM, il y a une question qui revient en permanence, c'est mais comment font les autres finalement? Qu'est-ce que moi je peux améliorer par rapport à ce que vous avez vu ailleurs? Et c'est vrai que cette expérience, ce terrain-là, elle est assez précieuse. Et du coup, on souhaitait encore plus la nourrir à travers des études. Donc là, c'est la toute première. On s'approprie l'exercice
petit à petit, il y en a d'autres qui vont suivre. Il y en a d'ailleurs une qui va suivre dès le mois d'octobre, qui portera plus sur des thématiques commerce, donc avant-vente, management. Et en fait, l'idée, ça serait de réitérer ces études chaque année pour voir un petit peu l'évolution. Le contexte, il est intéressant aussi parce que je pense que tous les participants présents en ont conscience. On traverse une petite période de crise qui est peut-être un peu moins violente que les précédentes crises, mais qui dure. Voilà, c'est une crise qui est longue. Du coup, c'est vrai que dans ce contexte-là, on a un petit peu besoin de se situer par rapport aux autres. Et je trouve que l'exercice du baromètre, de manière générale, est un bon outil pour se positionner et faire un petit peu le point sur tout ça. Complètement, c'est dans l'optique de partage d'informations, et ça fait plaisir. Dis-moi, puisque, hop, alors je ne vous fais pas toutes les slides, mais pour le coup, hop là, pour la conception en elle-même, comment est-ce que tu t'y es pris? Quelle était la méthode que tu as appliquée? Pour expliquer un peu à tout le monde comment est-ce qu'on récolte autant d'informations et qu'on les analyse. En fait, c'est très simple. On a juste créé un questionnaire, donc un Typeform, pour tout vous dire, voilà, en termes d'outils. Et c'est tout. Ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Et donc, ce formulaire, on l'a diffusé alors aussi bien auprès de notre communauté de clients que de prospects. Donc, en gros, on a utilisé nos réseaux sociaux, on a utilisé nos newsletters et on a également utilisé directement la plateforme Boond, puisqu'on peut communiquer avec nos utilisateurs directement sur la plateforme. Et voilà, donc on a essayé de cibler un minimum les profils. Et donc là, on peut voir qu'en termes de profils répondants, on a un équivalent entre les dirigeants et les profils recruteurs, mais on avait également des responsables RH, des commerciaux qui font du recrutement ou des commerciaux qui travaillent avec des recruteurs. Et après, sur la droite, parce que c'est important aussi d'avoir un peu la taille, entre guillemets, de l'organisation qui répond. Là, on avait une majorité quand même de sociétés qui étaient entre 20 et 49 collaborateurs. Et ensuite, en deuxième position, des sociétés un petit peu plus grandes, entre 50 et 240. Le 20 à 49, ça peut aussi expliquer qu'on a eu beaucoup de dirigeants, parce que quand on a des sociétés de cette taille-là, les dirigeants ils mettent souvent les mains dans la machine pour la partie recrutement. Tout à fait. Rentrons un peu dans le vif du sujet. C'est parti. On va s'intéresser d'abord aux méthodes de recrutement. Du coup, vous allez voir, le baromètre, il est organisé en plusieurs parties. Moi, déjà sur cette slide, quand je l'ai découverte, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, et du coup, ça va être pour toi la question, Jeff. C'est que normalement, en ESN, la cooptation, c'est genre le Graal. Normalement, c'est la méthode que tout le monde préfère, c'est celle qui est censée être la plus efficace, meilleur rendement, etc., etc. Et là, bim, elle se prend la 3e place du podium. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez surprenant comme résultat. Je pensais qu'elle serait à peu près 2e, parce qu'effectivement, LinkedIn revient assez souvent dessus. Et de mon vécu, pareil, moi j'avais à peu près 40% de cooptation liée à mes recrutements. Donc, j'avoue que j'étais assez surpris. Si on s'intéresse un peu au sujet, je pense que la cooptation, ça dépend aussi pas mal de la marque employeur interne. Et dans certaines ESN, ça peut pêcher. Et donc, forcément, quand on est collaborateur, si on croit dans son ESN, dans on va dire l'accompagnement, on va forcément recommander un peu plus. Donc, ça peut aussi peut-être expliquer cette tendance. C'est une idée, c'est pas forcément un fait, mais voilà, j'essaie en tout cas d'y réfléchir sur ce sujet. Et il y a un autre point, je pense, qui est important, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes d'animation. Parce que la cooptation, on se dit, voilà, on a des postes ouverts, etc., mais il faut aussi l'animer. Et je pense que dans pas mal de sociétés, c'est pas forcément fait pour le coup. On a peut-être des récompenses financières, mais typiquement, moi, quand j'étais chez EOL, alors qui est ma première ESN dans laquelle j'ai travaillé, outre l'aspect financier, il y a aussi des fois des petits challenges. Par exemple, sur un mois, la personne qui va coopter le plus de personnes. Et je me rappelle qu'on a mis une fois une place de voyage à gagner, ça peut être des places de concert. Voilà, il n'y a pas forcément que l'aspect financier, ça peut être aussi intéressant de l'animer de d'autres façons dessus. Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, on ne sait pas forcément qui coopter. En tant que interne à l'ESN, on ne sait pas forcément. Et moi, j'ai mis assez récemment en place aussi chez Boond, mais on peut le répliquer en ESN. C'est passer du temps
avec son collègue dans son réseau et aller chercher en faisant du pair sourcing. Il y a du pair programming chez les devs, mais il y a du pair sourcing chez les recruteurs ou les ingénieurs d'affaires qui aussi vont permettre d'aller s'aider, se piocher dans le réseau parce que on oublie, avec le temps, on oublie des gens avec qui on a bossé ou qu'on a croisé, etc. Il y avait une astuce dont je t'avais parlé, Jeff, que moi j'avais découvert parce que je ne suis pas vraiment experte là-dessus, mais j'avais vu qu'on pouvait, par exemple, toi, dans LinkedIn, tu peux faire une recherche bien spécifique avec tout plein de critères qui correspondent à ta recherche. Et en fait, tu peux copier-coller l'URL de ta recherche, la filer aux Boonders, et comme ça, on peut aller interroger notre propre réseau avec cette recherche-là. Et là, on peut être surpris de se rendre compte que, mais oui, en fait, j'ai des personnes qui correspondent. Tu prends un exemple très précis, c'est exactement ce qu'on a fait. Et pour donner des chiffres clés à l'appui, nous, ça nous a permis de recruter 2 personnes, là, tout récemment, sur les postes de dev. Donc, c'est aussi applicable, aussi bien qu'on soit chez Boon, mais aussi en ESN, parce qu'effectivement, on va pouvoir aller aider, on va dire, pour trouver une mission. Donc, clairement, cette astuce est très bien et c'est très simple. Le recruteur a juste à configurer au préalable relations de premier niveau, marqué en booléen, par exemple, je recherche un développeur Java, PHP, etc. Et ensuite, la passer à son collègue et ensemble, on peut le faire très bien en visio. C'est ce qu'on a fait. On peut aussi le faire en physique. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Mais oui, c'est une très bonne astuce. Dans le chat, on est un peu sur un sujet un peu clivant. Il y a plusieurs personnes qui parlent en fait du fait que même avec des primes de cooptation en termes sonnantes et trébuchantes, finalement, il n'y a pas beaucoup de membres des ressources en fait qui participent et qui jouent le jeu sur ce genre de choses. Et même Mathilde qui dit que de son point de vue, au vu du contexte actuel, peut-être que les gens ils sont moins enclins à quitter leur entreprise pour rester plutôt au chaud dans leur poste actuel. Donc apparemment, la cooptation, finalement, c'est plus trop le Graal, ou en tout cas, ça a du mal à décoller quand même un petit peu de manière générale. Ce qui fait que ce que tu proposes sur LinkedIn est aussi d'être un peu plus proactif que juste dire aux gens on fait de la cooptation, vous allez gagner de l'argent, et ensuite les gens oublient, entre guillemets, et ne savent pas forcément ce que vous recherchez. Finalement, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça marche moins bien. Oui, tout à fait. Il y a des éléments de contexte où, effectivement, si on change d'entreprise, c'est pour un ensemble d'éléments. On va dire qu'à quelque chose près, on va là, vu les tendances un peu actuelles, on est un peu plus frileux pour changer. Donc, Mathilde, je pense, a tout à fait raison sur cet aspect-là dessus. Mais ouais, il y a un tout. Il y a un tout qui fait que un peu moins de personnes cooptent aussi parce que les gens sont réceptifs. C'est possible. C'est intéressant la remarque de Mathilde. Ça me rappelle jeudi dernier, tu sais, Jeff, pendant notre atelier à l'ESN Connect. Donc, l'ESN Connect, c'est un événement qu'on organise plusieurs fois par an qui réunit nos clients et qui réunit, j'ai envie de dire, la crème de la crème des ESN françaises. Et on animait avec Jeff un atelier, et une des remarques parmi les personnes présentes dans l'atelier, on avait un dirigeant justement qui, un peu avec ironie, souligner que la crise actuelle faisait du bien au RH. Sous-entendu, les gens partent moins qu'avant, il y a moins de turnover. Bon, après, de là à se contenter de la situation et de faire mettre en place de nouveaux leviers de fidélisation, voilà, je ne peux pas aller jusque-là, mais effectivement, c'est un constat qui est partagé par pas mal d'entre nous, je pense. Oui, il y a beaucoup de faits par rapport à ça. Et puis, comme on disait au début, la marque employeur interne, elle est importante. On la développera après sur une autre slide. Mais effectivement, il y a aussi cet aspect-là, je pense, sur lequel on peut travailler justement dans cette période un peu plus compliquée. On va dire. Donc, complètement. Puisqu'on parle de canaux de recrutement et de chercher des candidats, la prochaine slide est sur un des sujets qui fait couler le plus d'encre et papoter le plus de gens, c'est le CV. Et la question, c'est est-ce que le CV, finalement, on a pensé pendant très longtemps que ça allait devenir obsolète, avec photo, sans photo, avec nom, sans nom, avec expérience, âge, permis, pas permis, etc. J'ai essayé 70 milliards de méthodes moi-même pour faire mon CV différent. Et finalement, quand on pose la question, est-ce que le CV, il est encore hyper important et vous, en tant que recruteur, vous le regardez ? Il y a quand même 48,9% des gens qui se disent oui, le CV, c'est hyper important. Du coup, c'est la question pour toi, Jeff. Le CV, finalement, il n'est pas mort. Ouais, écoute, il y a des pour et il y a des contre. On va voilà, je fais une réponse lucide des raisins. Exactement.
Non, en vrai, et ça reprend un peu ce qu'on disait dans un live précédent avec Hélène Lee, justement, c'est que en ESN, le CV, pour moi, ça reste un passage obligé et c'est pas franchement une surprise parce que on a des recruteurs ou des ingénieurs d'affaires, selon la taille de la société qui recrute, et qui arrivent sans background technique, sans formation. Et du coup, qui découvrent l'environnement et les technos au fur et à mesure. Et dans ce contexte-là, finalement, le CV, ça reste un repère parce qu'on va y chercher des mots-clés, des durées de mission, des noms de clients. Ce qui fait que le CV, c'est ultra important sur cet aspect-là. Donc, ça aide ces clés. En tout cas, quand on est recruteur junior, pour moi, c'est très important d'avoir cet aspect-là dessus. Par contre, maintenant, je viens sur l'autre partie, le côté obscur du CV, c'est que ça reflète un parcours, mais ça ne reflète pas forcément est-ce que si la personne va bien fonctionner dans l'environnement client, est-ce qu'elle sait bien collaborer, etc. Et alors, il y a des solutions que je peux citer comme Assess First ou Trimoji qui font des tests liés à la personnalité qui peuvent compléter ça, typiquement dessus. Moi, je trouve que c'est intéressant sur des profils peut-être plus juniors aussi parce que elles n'ont pas forcément les expériences et elles veulent avoir leur chance. Donc, ça peut être utile, en tout cas, par rapport à ça. Donc, ce poste n'est pas sponsorisé par Assess First ou Trimoji. Je parle d'eux gratuitement, mais juste, tu donnes des tips. Mais c'est des petits tips, exactement. Mais disons que si on fait un résumé, c'est pour ça que je faisais un peu le mi-raisin. Pour moi, le CV, ça reste utile. C'est un point de départ, mais c'est pas, on va dire, un point final. On peut pas se contenter que de ça. Et puis, il faut savoir le lire, il faut savoir analyser. Il faut prendre en compte que parfois, les gens ne savent pas très bien se mettre en avant, mais que ça n'entache pas forcément, parce que tu dis, les qualités professionnelles, relationnelles, etc. Et du coup, c'est intéressant de faire le pendant, en dire, OK, le CV, c'est bien, ça me donne un overview, mais après, je peux creuser derrière pour aller un petit peu plus loin. Et je peux aussi m'en servir pour faire des recherches. Et du coup, c'est pour ça que vous avez un chiffre absolument énorme à l'écran, le 1 240 000. C'est le nombre de CV, par exemple, analysés sur Boon sur les 12 derniers mois. Donc oui, effectivement, le CV n'est pas encore mort et on l'enregistre dans les bases de données pour aider le matching et la recherche derrière finalement. Ah, j'ai Bouba Sissoko qui demande comment s'écrit le nom des outils de test de personnalité dont tu parlais, Jeff. Ah, yes. Écoute, il faut que je te l'envoie. Assess First déjà, ok. Alors, attends, je te le mets dans le... Ici. Allez, on partage les bons plans, on a dit aujourd'hui. Exactement. Faut pas que j'égratine la lecture. Attends, hop. Mais ils sont pas au courant qu'on parle d'eux, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ok. T'inquiète. Je te l'ai envoyé. Puisqu'on va continuer un petit peu. Donc là, on parlait du CV, donc là, un peu la pré-analyse. Qu'est-ce que je fais au tout début quand je chasse et je cherche des différentes missions derrière. Et là, on est sur une slide qui parle maintenant plutôt de la ligne de vie de ce parcours candidat. Sarah, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le 36 jours? Comment est-ce qu'on l'a obtenu? Comment on peut l'analyser? Ouais, en fait, au-delà de l'enquête qu'on a réalisée, on a également récupéré quelques tendances, quelques chiffres issus de notre plateforme Boond. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire encore et toujours plus dans les prochains baromètres. Et là, en gros, on a simplement été regarder le nombre de jours entre la création d'un candidat et son passage à l'état converti en ressources. C'est comme ça qu'on l'appelle par défaut dans notre plateforme. Et voilà, c'était histoire de voir à peu près combien de temps il se passait entre le début d'un process de recrutement et son aboutissement. Mais du coup, Jeff, 36, c'est beaucoup ou c'est pas assez? Moi, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Après, par contre, il y a des éléments de contexte. Par exemple, quand on est une ESN qui fait que de l'assistance technique, donc qui envoie des consultants en mission, je comprends un peu mieux la partie 36 jours parce que effectivement, ça va dépendre des missions que l'on a et on n'a pas toujours des missions sous la main qui correspondent, on va dire, aux XP et aux envies du consultant. Donc, le 36 jours sur l'aspect assistance technique, en soi, ne me choque pas forcément. Je prends une anecdote. J'avais un profil DBA Oracle quand j'étais en ESN qui était freelance et j'ai mis 9 mois pour le positionner. Et donc, ça paraît énorme, du coup, dessus. Versus, je prends un autre exemple, une personne que j'avais rencontrée
un jeudi soir, j'envoie son CV anonymisé le lendemain. La cliente avait un rendez-vous avec lui à 11h. À midi, il est embauché. Il n'y a pas forcément de règles. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Sur l'assistance technique, il y a beaucoup de choses qui vont varier. Donc, le 36 jours s'explique. Par contre, là où je suis moins d'accord sur le SP 36 jours, c'est quand on est au forfait ou en TMA. Parce que là, ça dépend de l'ESN elle-même. C'est elle qui choisit les consultants qu'elle va embaucher. Et donc, du coup, là, le 36 jours me paraît énorme. Un process pour faire un élément comparatif, par exemple, si on fait un comparatif interne chez Boon, on est quasiment entre 18 et 20 jours. Après, il y a Elodie qui nuançait aussi sur les 36 un peu chez eux, parce que parfois, tu es aussi tributaire et dépendant du client. Si tu recrutes effectivement sur une mission spécifique et que le client met une semaine à te dire oui, c'est pas mal, j'ai envie de rencontrer cette personne. Du coup, tu te prends 36 plus 7. Et du coup, là, pour le coup, c'est pas de ta faute. Mais c'est vrai que ça montre quand même le mouvement, la tendance actuelle et que finalement, ça peut parfois ralentir un petit peu, mais qu'on peut potentiellement faire mieux. Et en même temps, pour l'avoir parlé effectivement la dernière fois quand on faisait sur l'autre live talk de recrutement, plus vous allez vite, mieux c'est. Après, si vous ne pouvez pas aller vite, et je sais que Jeff, tu m'en avais parlé aussi quand on préparait cette slide-là, c'est le côté, il faut faire du suivi finalement. Si ça commence à prendre du temps, etc., il ne faut pas laisser les candidats en attente. C'est un peu le problème qu'on retrouve en ESN, et notamment des consultants, candidats qui sont en recherche de mission, c'est on lui présente une mission et ensuite plus de nouvelles, silence radio. Ouais. Et ça, clairement, en termes de relations de confiance dessus, ça pose un véritable problème parce que c'est ce silence-là, finalement, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pourrir une relation et du coup, la personne finalement qui, elle était en attente et tu vas la rappeler juste pour lui dire « Ah en fait, c'est bon », mais c'est trop tard en fait. Enfin, tu l'appelles que quand tu as besoin. Il y a toute une partie suivie de parcours candidat qui est ultra important et qui est souvent délaissée en ESN parce que on est dans l'urgence. Voilà. Pour avoir été longtemps dans ce métier-là, oui, on court après le temps dessus, mais finalement, est-ce que ça vaut pas plus le coup de mettre un peu d'énergie sur le parcours en se disant là pour l'instant, voilà, ça n'a rien donné, j'ai pas encore grand-chose à te proposer, je te positionne sur ça, est-ce que ça te va? Oui, non, ok. Et ensuite, on fait du suivi assez régulier. Heureusement, dans Boon, on a un outil qui est bien fait parce qu'on peut faire un rappel d'action. Voilà, c'est l'instant promo, exactement. J'en fais pour nous. Mais bref, en gros, c'est ultra important d'avoir ce suivi de parcours-là dessus et ça donne une expérience complexe parce que finalement, ton parcours candidat, il commence dès la prise d'appel de téléphone. On voit que c'est un des outils le plus utilisés dessus, jusqu'à finalement la présentation et la signature du contrat. C'est surtout qu'aussi là, depuis le début, on voit que voilà, c'est la crise, ça va être un peu long, parfois on a du mal à finaliser, le client il met un peu de retard, etc. Finalement, les viviers des bons candidats, il faut quand même arriver à les pérenniser et à garder des bonnes relations avec, parce que c'est peut-être pas le bon candidat pour la mission ou c'est peut-être pas la bonne mission pour le candidat, mais ça veut dire que si tu fais ça bien, tu peux te garder la porte ouverte pour le rappeler un petit peu plus tard pour autre chose. L'exemple du 9 mois, hein, tu vois, de tout à l'heure, c'est clairement, ça a été, mais vraiment, c'était ça, quoi. C'est Patrick, si tu nous regardes, mais c'était exactement ça, quoi. C'est 9 mois avant de trouver la bonne mission qui lui convenait et qui répondait aux besoins du client. Donc, c'est important d'avoir ce suivi parce que ça marche. Preuve en est, des fois, c'est plus ou moins long. Par contre, il faut être patient. Si on parle toujours de cette partie-là, tu me disais pourrir la relation candidat ou de ne pas présenter les choses de la bonne manière ou de ne pas faire ce suivi, etc. Si on parle abandon candidat, on vous a posé la question et finalement, c'est très drôle parce que c'est le début et la fin du processus où il y a le plus d'abandon. Finalement, est-ce que toi, tu t'attendais à ce résultat-là et finalement, comment est-ce que tu peux expliquer qu'on a beaucoup d'abandon candidats quand on les appelle la première fois pour leur proposer un truc et finalement, quand on a mis l'offre sur la table, les gens disent non. Finalement, ça m'intéresse plus. Le premier contact, sur l'aspect premier contact, je suis pas étonné. Je pensais par contre que la partie évaluation de tests techniques serait plus haute pour moi, parce que j'entends souvent, et encore aujourd'hui, entendre des personnes qui ne veulent pas passer de tests techniques parce que c'est souvent fait sur des plateformes et c'est pas forcément dans un contexte humanisé, ce qui peut être
manière problématique. Donc, j'attendais plus haut, pour être honnête. Par contre, pour le premier contact, pas forcément de surprise parce que dans les offres en ESN, on a souvent des missions qui vont être assez similaires et on donne assez peu d'éléments de contexte. Alors, je ne jette pas la pierre aux ingénieurs d'affaires, aux recruteurs, parce que pour l'avoir vécu, je pense qu'Hélène Lee en parlait aussi la dernière fois, des fois, je recherche un développeur Java 5 ans d'expérience. Bon, avec ça, ça va être un peu compliqué de donner des éléments aux différents candidats qu'on rencontre par rapport à ça. Donc, il y a tout, on va dire, un storytelling sur ton ESN à mettre en avant. Je pense qu'il y a aussi, on en discutera après, mais la transparence salariale, c'est aussi important parce que souvent, on propose une offre, mais on ne parle pas de salaire. Donc, je n'ai pas envie de passer du temps pour rien. Moi, en tant que candidat, si, j'en sais rien, je touche 45K et qu'on me propose 30 à la fin, j'ai perdu du temps, ça ne sert à rien. Donc, ça crée beaucoup de frustration. Donc, il y a le côté, je pense, transparence salariale, storytelling au niveau de l'ESN et donner des vrais détails sur la mission quand on en a, ou en tout cas se baser sur des consultants, c'est ce que je faisais, qui sont déjà en place sur cette mission et pourquoi pas même les faire échanger ensemble. Ça, c'est le vrai plus. Et voilà, ça dépend toujours du contexte dans l'ESN dans lequel on est. J'avoue. Et pour la partie proposition d'offres, tu penses que c'est à peu près le même principe? Ou là, on parlait de la transparence salariale, mais pour toi, c'est vraiment aussi la manière dont on propose, les avantages qu'on peut mettre à côté et faire la différence. Finalement, ce que tu dis, c'est de faire la différence. Après, ça n'empêchera pas que pour les premiers contacts ou pour toute la durée du processus, là, entre parenthèses, on vous met, il y a du ghosting, du désistement. Parfois, si un candidat, il ne vous répond pas, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire sur ce sujet-là. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'on ne va pas harceler les gens pour qu'ils répondent. Vous leur envoyez un mail par jour pour qu'ils répondent. Le spam, bonjour. Ne faites pas ça. Pardon, c'est moi qui dis des bêtises. Jamais. Mais ça va aussi avec le côté ultra concurrentiel en vrai. Il y a ce côté ultra concurrentiel et en fait l'offre finalement, parce que on parle d'offre à la fin du processus, mais en fait l'offre elle commence dès le début. C'est-à-dire que le premier contact, toi en tant que recruteur ou ingénieur d'affaires qui recrute, t'es la vitrine de ta société. Ce qui fait que si tu n'attires pas la personne, c'est un peu comme un match finalement dessus par rapport à ça, il faut raconter une histoire pour finalement engager la personne et lui faire être honnête. Je pense que c'est le plus important dessus, de se dire c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Dessus, il faut donner des éléments qui vont faire en sorte que la personne, la personne elle est transparente avec moi depuis le début. Du coup, je vais peut-être aller plus vers cette personne parce qu'au niveau des salaires, tu vas être à peu près kiff-kiff. L'autre point qui fera la différence sur les refus de proposition, ça va être surtout la mission. Parce qu'un profil, quand il commence à avoir un peu d'expérience, il va vouloir choisir sa mission parce qu'il veut une mission qui va le permettre de faire progresser. Et donc, du coup, voilà. Et je pense qu'il y a ces deux éléments qui sont assez importants l'offre, elle ne se fait pas au dernier point, elle commence dès le premier échange et finalement la qualité de la mission que tu vas lui proposer pour que la personne se projette. Je ne sais pas, Jack, si tu as déjà connu un avant-après là-dessus, mais j'imagine qu'on doit quand même, c'est ce qu'on nous rapporte en tout cas, c'est qu'on voit une vraie différence entre un processus de recrutement où en gros, telle la dernière saison de Game of Thrones, on attend vraiment le dernier moment pour annoncer le salaire proposé, versus j'annonce la couleur dès le début. Alors peut-être que je vais perdre plein de candidats potentiels, mais au moins j'avance avec les candidats pour qui c'est plus un sujet et avec qui je peux avancer, quoi. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'avant-après ou si tu as toujours pratiqué de la transparence dès le début. Non, pas forcément. Tu vois, pour être honnête, je pratiquais pas forcément. J'ai toujours essayé de donner une fourchette. Parce que j'avais dans les équipes que je recrutais, j'avais aussi bien des freelances, des personnes en portage ou des salariés. Et c'est toujours de donner une tranche à peu près. Déjà pour pas qu'il y ait de dichotomie entre les consultants qui sont déjà chez toi dans tes équipes, parce que embaucher quelqu'un avec 5 cas d'écart alors qu'ils font le même métier, c'est pas forcément très juste. Et au moins donner une tranche, ça permet aussi de se projeter. Et c'est pas forcément quelque chose de monnaie courante. Alors on parle des ESN, mais même de manière générale, il y a beaucoup de boîtes qui ne mettent pas en avant cette partie-là. Et quand on sait que tu as 60% des personnes qui vont te répondre favorablement parce que tu as mis une tranche salariale, ça vaut le coup d'essayer. Je trouve que ça peut être pas mal par rapport à ça en tout cas.
Sarah, il y a une question pour toi dans le chat, mais je ne sais pas si je te vois taper, alors peut-être que tu es en train d'y répondre. C'est la question d'Élise pour reprendre ce que tu mettais sur la partie premier contact, préqualification téléphonique pour clarifier ce point-là. Là, c'était vraiment suite à la première prise de contact, donc typiquement téléphonique. J'ai fait un appel de précal et ensuite, il ne se passe plus rien, mon candidat ne me répond plus. Effectivement, dans le questionnaire, on avait un petit peu plus détaillé les éléments de contexte. Et, donc, c'est une bonne remarque, mais ouais, c'est vraiment suite au premier échange live avec le candidat. Top. Et comme tu es une personne formidable, je trouve que la partie droite de la slide marche hyper bien avec tout ce qu'on dit depuis le début. On l'a même pas fait exprès. Que l'objectif des répondants, le top des priorités pour 2025, en fait, finalement, c'est la communication avec le candidat et je présume pour essayer de pallier cette augmentation du coup de ghosting, des désistements, etc. Communication avec amélioration du suivi, des feedbacks plus rapides, d'après ce que je vois. Et pas loin derrière, quand même, on va avoir amélioré les leviers de marque employeur. Donc, comme quoi, ça reste quand même dans les top priorités des répondants et du recrutement en ESN. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Hop, est-ce que vous voulez ajouter Tu vois, même le troisième? Même le top 3, tu vois, la troisième, c'est réduire les délais entre chaque étape du parcours candidat. Tu vois, ça revient sur les délais qu'on disait. Forcément, tu vas perdre ton candidat, il va abandonner parce que ton process, il est trop long ou tu ne donnes pas de nouvelles. Donc, ou il est flou. Plus tu es transparent, ou il est flou, exactement. Plus tu donnes d'éléments, ben, au moins la personne sait que, ok, ben, il ne m'a pas délaissé, il n'a pas de visibilité, lui non plus, mais au moins c'est transparent dans les deux sens. Je pense que le top 3 résume bien finalement ce qu'on vient de se dire. Mais en même temps, tu as raison, parce que le flou, c'est un peu le pire ennemi. Moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivée chez Bound et que j'ai fait le parcours de recrutement en partie avec toi et du coup, ceux qui avaient donné un responsable derrière, c'est que dès le moment où je t'ai eu au téléphone et qu'il y avait un go pour la suite, j'ai connu toutes les étapes qui allaient arriver derrière avec plus ou moins de temporalité. Et en fait, pour un candidat, c'est quand même hyper rassurant. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont quand même vous ghoster derrière parce que ça reste de l'humain et c'est comme ça. Mais ça reste quand même hyper rassurant de se dire, OK, en fait, je suis pris par la main, je sais où je vais, je sais ce qui va m'arriver, je sais ce qu'on attend de moi et j'ai une vraie chance dans ce recrutement et ça fait quand même ultra plaisir. C'est vrai que Séverine précise que peut-être le principal enjeu côté ESN, cabinet de conseil, c'est qu'il y a une tierce personne, très souvent, qui est notre cher client. Et voilà, pareil, lui, il faut presque aussi l'embarquer dans son processus de recrutement au même titre qu'un manager. Bon, plus facile à dire qu'à faire, ça c'est clair. Mais c'est aussi ce fameux client qui parfois peut un petit peu rallonger les délais. En ESN, tu as deux clients. Tu as ton client à toi pour l'émission et puis tu as le candidat. Tu es vraiment entre les deux. Vraiment, ça a toujours été le leitmotiv dessus. Mais il faut aussi le relancer parce que quand tu as une personne qui est dispo et qui a un super profil, rapidement, il ou elle va trouver une mission. Et donc, du coup, c'est aussi la casquette de. Alors là, c'est plutôt l'ingénieur d'affaires qui va avoir cette casquette-là, d'aller harceler. Voilà, c'est pas bien ce que je dis, mais il faut harceler on a dit non, mais harceler un peu le client parce que effectivement, tu as un super profil qui peut répondre à ses attentes et c'est dommage de passer à côté. Mais Séverine a raison. Elle résume bien on va dire le côté tripartisme finalement du métier en ESN où on a deux clients, clairement. Manon soulève un point intéressant parce que je sais qu'on va en parler un petit peu plus loin de toute cette transition où on est maintenant beaucoup par Zoom, en visio, la preuve en image. Manon se dit que finalement, elle avait l'impression que c'était plus facile de transformer ces recrutements quand les gens étaient OK pour faire des entretiens en physique, pour venir dans les locaux, pour avoir ce contact humain et que c'est devenu plus compliqué et qu'il y a plus de ghosting maintenant qu'on est passé dans ces formats un peu hybrides et télétravail. Est-ce que pour toi, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, surtout que maintenant, finalement, il y a plein de boîtes qui reviennent sur le télétravail. Est-ce que tu l'as ressenti aussi ou pas du tout? Alors, compliqué pour moi de parler de ce sujet, parce qu'à l'époque, quand j'étais en ESN, c'était avant et pendant Covid. Donc, moi, c'était tout en physique. Exactement. C'était tout en physique. Mais par contre, chez Boom, c'est tout en visio. Et pour autant, la partie visio, elle, n'empêche pas d'embarquer son interlocuteur. Je pense que ça revient sur l'aspect de transparence que l'on peut avoir, le suivi, le feedback. Le fait de. Je sais que moi,
quand j'étais en ESN, j'avais quand même pas mal de personnes au niveau des consultants qui râlaient parce que quand tu es à l'opposé de lui sur son lieu de mission pour aller faire un entretien, c'est pas forcément le mieux parce que tu habites à Paris, par exemple, si tu dois faire 1h30 de transport en commun pour faire ton entretien. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça aide et ça engage finalement le candidat. Je pense qu'il y a surtout une problématique de transparence sur l'offre salariale et puis le côté storytelling de toi en tant que recruteur ou ingénieur d'affaires, tu dois réussir à embarquer ton interlocuteur au niveau de ton discours. Donc, oui. Ce qui peut être intéressant, on a pas mal de clients qui font ça et qui le font de plus en plus parce qu'ils constatent que ça fonctionne bien, c'est qu'effectivement, les entretiens, ils vont plutôt les gérer à distance pour une question d'orga, de praticité, en revanche, en parallèle, ils vont également profiter de leurs events d'entreprise, les after-work, ce genre de choses, pour proposer à des candidats aussi de les rejoindre dans un cadre un peu plus informel. C'est un bon exercice parce que ça permet effectivement de montrer un peu la vie de l'entreprise. Ça permet aux candidats aussi de se projeter ou non, ça dépend de l'afterwork, au sein de la société. Mais les deux exercices, l'entretien à distance, participer ensuite à un event, ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, ça veut dire qu'il faut avoir des events en cours et tout. On ne va pas organiser des événements uniquement pour quelques candidats. Mais voilà, il y a peut-être des routines dans votre société auxquelles vous pouvez intégrer des candidats. Il y a un petit tip, ce que moi je faisais souvent, c'était une fois que le premier entretien de préqualification, qui est plutôt orienté RH pour récupérer les informations, était fait, je me mettais rapidement en relation avec une personne qui avait la même expertise que lui. Pour aussi, en gros, la parole interne d'un consultant est plus impactante que celui d'un recruteur ou d'un ingénieur d'affaires. Et du coup, le fait de mettre directement en relation, tu as un œil inside de qu'est-ce qui se passe dans l'ESN, est-ce que finalement, ce qu'on m'a dit, c'est la vérité. Et ensuite, en termes de mission et d'expertise, est-ce que j'intègre vraiment une équipe où il y a cette envie d'évoluer, de bien faire, d'avoir des missions intéressantes dessus. Et ça coûte pas grand-chose, pour le coup, un appel téléphonique. Et en plus, ça permet aussi de créer du lien avec une autre personne que le recruteur ou l'ingénieur d'affaires. Et je pense que l'œil technique interne, ça peut aider. J'avoue. Et finalement, je crois que ça va rejoindre aussi, là, on parle un peu de toutes les possibilités pour baisser ces taux d'abandon, pour être attractif, etc. Et justement, on a quand même posé cette question du comment est l'attractivité de votre ESN et surtout, d'après vous, les recruteurs qui ont répondu, qu'est-ce que les candidats vont rechercher en premier? Alors, je t'avoue que d'habitude, on a l'habitude de voir écrit le salaire en haut du top. C'est-à-dire que si je veux quelqu'un de génial, il va me demander 2,5 millions, une Porsche et une maison au bord de l'eau. En fait, finalement, c'est pas le ressenti des recruteurs qui ont répondu. Là, le top du top, c'est la diversité des missions et des projets clients. Et après, il y a effectivement un peu la flexibilité du travail. Est-ce que toi, ça te surprend ou est-ce que ça va finalement c'est aligné avec ce que représente une ESN et ce qu'on est censé faire pour accompagner en fait les consultants qui sont chez nous? Et je pense qu'il y a alors déjà c'est surprenant effectivement sur la partie rémunération, avantage de le voir que en troisième. Je suis moins étonné sur la flexibilité du travail parce que effectivement la partie télétravail ça revient beaucoup, les horaires flexibles, il y a d'autres éléments, il y a des boîtes qui donnent des jours en plus de congés aussi. Enfin, il y a plein d'éléments sur la flexibilité du travail pour avoir un meilleur équilibre pro-perso. Donc je trouve qu'il est assez bien situé pour le coup. Mais je m'attendais à un triptyque plutôt proche par rapport à ça. Pour moi, la rémunération, je pense que c'est très vrai sur des profils 1 an, 5 ans d'expérience qui démarrent, qui vont plutôt chercher la rémunération rapidement, aller chercher un peu plus haut. Et quand on a un certain nombre d'expériences et un confort au niveau du salaire, je pense qu'il y a aussi du coup la diversité des missions qui fait que tu n'as pas envie de faire une mission qui est en deçà de ton niveau, tu as envie de progresser. Donc, je pense aussi que là, les personnes qui ont répondu ont plutôt une expérience peut-être un peu plus forte, en tout cas. C'est ce que ça laisse sous-entendre, à mon sens, parce que pour rencontrer pas mal de monde, il y a quand même pas mal de fois où la partie rémunération revient dessus. Donc, je pense que ça dépend aussi des gens qui ont été interrogés. Donc, du coup, oui, si les gens qui ont répondu ont une majorité de 7-8 ans d'expérience, on va dire, ils vont chercher une diversité des missions et des projets pour pouvoir progresser et monter en compétences
aussi. Le fait de pouvoir choisir, je pense, sa mission dessus, c'est un gros plus par rapport à ça. Est-ce que parce que quand on a parlé ensemble sur cette slide la dernière fois, il y avait aussi pour toi le côté accompagnement finalement, que les recruteurs et les ESN, c'est aussi un peu un rôle de coach. Et du coup, bah oui, on fait participer aux missions, à la diversité, aux différents projets. Mais en fait, finalement, est-ce que l'ESN, c'est pas toujours un vrai tremplin de carrière et c'est finalement ce qu'attendent aussi les candidats des recruteurs? Non, je pense qu'il y a deux aspects là-dedans. C'est effectivement, beaucoup le voient comme un tremplin pour apprendre à se diversifier, parce que souvent on change de mission tous les 18 mois. Ce qui reviendrait à changer de job tous les 18 mois à peu près. Ça va dépendre des clients. Short. Ouais, 18-24 mois, mais ça va dépendre des clients. Moi qui étais sur le banque, j'avais des contrats de 3 ans. Donc là, encore un autre rien à voir. Mais par exemple, sur des clients dans l'aéronautique, étant toulousain, je pense qu'un certain nombre verront de qui je parle, ça peut être plus 18-24 mois dessus, selon le projet, sa complexité. Et les gens n'aiment pas forcément changer de mission. Et c'est là la casquette qu'on peut avoir en tant que recruteur ou ingénieur d'affaires. C'est vraiment ce coaching-là. J'ai des personnes que j'ai dû accompagner peut-être 5-6 heures, parce que justement, l'exercice de pitcher son CV, etc., c'est pas simple, c'est pas inné. Et donc, du coup, ça aide dessus. J'ai encore mes anciens consultants qui m'écrivent, je dois en appeler un demain, par exemple, parce que justement, il veut faire un post sur sa carrière. Véridique, c'est un message de hier, j'ai rigolé. Dessus, il me dit waouh, vraiment, ça Si tombe. vous voulez de l'aide, appelez Jeff. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment ce rôle de coach. Je pense que il y a des missions qui font rêver et on n'a pas envie d'y passer à côté. Et là, je trouve que le métier de coach en ESN, il est génial, parce que du coup, t'aides la personne à obtenir une mission. Peut-être que si elle était toute seule, finalement, elle ne l'aurait pas forcément eu. Et des exemples comme ça, j'en ai plein pendant les 5 ans où j'ai bossé en ESN. Donc, je pense que c'est un rôle qu'on oublie souvent, mais qui fait aussi partie des attentes, mais qu'on ne voit qu'après coup. Elle est très longue, ma phrase, pardon. T'inquiète, on suit encore. Mais c'est drôle parce qu'on en avait parlé avec Mathieu dans les live talks précédents, qui lui fait une animation d'un réseau freelance. Mais en fait, il dit exactement ça, c'est-à-dire que finalement, il passe quand même pas mal de temps à préparer le candidat à rencontrer le client, à lui expliquer qu'est-ce qu'on attend sur le marché ou pas, les évolutions, les techs qu'il va falloir mettre en avant, etc. Parce que finalement, vous, les recruteurs en ESN, vous avez cet œil-là de je vois mon marché, je sais ce qui est attendu, je connais mes clients. Je sais que ce candidat, il est bon, mais en même temps, oui, potentiellement, si tu vas le laisser y aller tout seul, il va faire bof, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut en poche pour comprendre qu'est-ce que le client il attend derrière, quoi. C'est un vrai exercice, parce que plus tu es préparé, mieux c'est. Et pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, on voit la différence, même aujourd'hui, là, en tant que recruteur interne, ou entre les gens qui se sont préparés et ceux qui ne le sont pas. Et le fait d'avoir ce coaching-là, qui prend différentes formes, ça aide sincèrement à se préparer et se dire ok, mon client, je le connais, donc du coup je sais qu'il t'attend sur ça. Alors moi-même, j'avais souvent les mêmes clients, du coup je prenais note des questions qu'ils mettaient pour préparer mes consultants Alors, justement à ces questions-là. Au bout d'un moment, ils avaient compris, parce que mes consultants étaient très très bien préparés, et du coup ils changeaient les questions. Tu sais, je me dis bon, ok, une petite nouvelle. c'est bizarre, Jeff, elle a dit exactement la même chose que Stéphanie la semaine dernière. Exactement. Non, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais c'est important. En plus, tu vois, tout à l'heure, on parlera par exemple d'IA sur le sujet. Dans les outils, moi, je trouve que des outils comme Nuta, ou même la retranscription via Gemini de ces échanges-là, elle est ultra importante, parce que tu peux t'en resservir pour préparer tes candidats dessus. Et puis même les gens que tu rencontres, déjà, quand tu leur poses cette question, voir un peu comment ils réagissent, ça te donne un ordre d'idée de très bien, il a assez bien répondu à la question, avec un peu de coaching, c'est top, quoi. Donc c'est vrai, cette casquette-là, elle est souvent oubliée, mais très très importante, et elle fait surtout la différence quand justement le client doit choisir entre plusieurs candidats. Et ça fait toujours du bien d'avoir des wins après derrière et de placer des consultants là où il faut. Donc finalement, cette slide-là, elle va reprendre un peu ce qu'on parlait sur les leviers de progression de carrière, et ce que les plus recherchés par les candidats. Ça confirme la question que vous avez le ressenti que ce qu'ils cherchent le plus,
c'est le choix des missions et que aussi, même si ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde, finalement, le travail hybride, c'est ce que les gens recherchent le plus finalement. Maintenant, c'est devenu un classique d'avoir des offres où il faut que ce soit de l'hybride parce que les gens veulent avoir des jours en télétravail, si ce n'est du full, télétravail et qu'il faut le prendre, aussi en compte sur ça. C'est intéressant d'avoir cet aspect-là de vous. Qu'est-ce que les gens viennent vous demander quand ils sont candidats et qu'ils veulent venir, bosser pour vous? Ça reprend exactement, les attentes derrière et un petit focus quand même qui est, assez intéressant pour nous, parce que là, on a quand même parlé beaucoup des attentes des candidats d'après, ce que votre expérience et cetera et on veut aussi parler de l'attractivité. On en a parlé un petit peu, au début. Beh, finalement, la culture d'entreprise, cette slide, elle est assez étonnante parce que quand on vous demande est-ce que les candidats, ils vous parlent beaucoup de la culture d'entreprise, parce que c'est quelque chose dont on entend parler énormément dans le milieu des ENSN, même dans le milieu des entreprises de manière, générale. Quand tu bosses, chez Google, c'est voilà, tu vois la culture et ça pose le cadre directement. Pour vous, les candidats en parlent souvent, mais en même temps, si on vous demande est-ce que c'est suffisamment développé et innovant et que vous pouvez vous en servir pour attirer des meilleurs talents, ben, la réponse c'est plutôt bof et ça visiblement, c'est un petit peu parfois galère à mettre en place, cette culture d'entreprise-là. Est-ce que toi, Jeff, tu mets un point d'honneur et tu appuies vraiment sur la culture d'entreprise? Est-ce que tu penses que c'est un vrai levier, de recrutement et est-ce que finalement ça t'étonne que ce soit aussi dur à mettre en place? Je pense que c'est très dur à mettre en place parce qu'effectivement, il y a un manque aussi un peu de diversité au niveau des offres. Et je pense ce qu'il faut faire la différence, c'est vraiment se poser dessus avec finalement ces consultants et dans les équipes pour pouvoir justement co-construire cette culture d'entreprise. Et je pense que ça, c'est pas forcément fait en ESN pour le coup. Et c'est ultra important à mon sens. Et qu'en plus, ça demande du temps. C'est pas forcément inné, il faut passer du temps, il faut avoir une Sarah dans son équipe, pour mettre des choses en avant et faire des visuels, intéressants. Il faut avoir des gens qui sont là pour animer le réseau, pour faire des after work, pour organiser des échanges et cetera. Donc oui, c'est pas vraiment étonnant que ça puisse être compliqué à mettre en place, mais ça peut vraiment faire la différence, dans la partie, recrutement. On va arriver à une partie dont on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure, c'est, tout ce qui est, transparence du salarial et Sarah, est-ce que tu peux nous dire un petit peu juste 2 mots peut-être sur cette fameuse directive européenne 2026 qui va changer la donne? Ouais, c'était un peu la grande, à titre perso en tout cas, c'était un peu la grande surprise de ce baromètre. Je ne m'attendais pas à avoir une majorité de SN qui ne sont absolument pas prêtes. Bon, il est temps de vous y mettre, en tout cas, pour celles et ceux qui sont concernés. Eh oui. Je vais vous pousser peut-être dans le chat un article dans lequel on résume un petit peu les grandes lignes. Alors, je pense que parmi les personnes présentes, vous êtes nombreux à peut-être mieux connaître que moi cette directive. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avec donc cette nouvelle directive qui va s'appliquer à partir du 7 juin 2026, donc ça va arriver hyper vite. C'est demain. C'est demain, ouais. Ça va être bon, notamment tout ce qui est action de transparence dès l'embauche. On en a un petit peu parlé, mais et d'ailleurs, ça fait un moment que les organisations, de manière générale, l'ont compris. C'est important de pouvoir indiquer une fourchette de salaire dès vos offres d'emploi. Ça, c'est un premier point. Ça rejoint ce que vous racontiez tout à l'heure, hein, mais l'argent ne doit plus être un sujet dans un processus de recrutement. C'est un processus de recrutement, c'est long, ça coûte de l'argent. Si c'est pour s'envoyer dans le mur à la fin, juste à cause du salaire, c'est pas possible. Le deuxième point, ça va être le droit des salariés à l'information. Et ça, c'est peut-être celui-là qui va être le plus fastidieux à mettre en place, puisque là, l'idée, c'est de mettre en place une grille de salaire et d'être en mesure d'indiquer le salaire moyen pour chaque catégorie de poste. Donc, ce qui peut être compliqué forcément, c'est que quand on fait l'état des lieux de son organisation, selon l'historique et la politique salariale, on va peut-être se rendre compte qu'on a des collaborateurs qui ne rentrent pas dans cette grille parce que salaire trop élevé ou à l'inverse, pas assez. C'est compliqué, mais au moins d'avoir une première grille salariale, je trouve, moi, l'opportunité que j'y vois, en tout cas, c'est de mettre en place une vraie culture financière, finalement, une vraie politique salariale, tout simplement. Être capable d'expliquer comment la grille est construite, pourquoi, par rapport à telle tendance du marché et autres. Voilà, je trouve que ça permet tout simplement d'expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne.
politique salariale, c'est pas juste le salaire, hein, c'est pourquoi on met en place telle prime, la prime d'ancienneté, qu'est-ce que ça représente. Enfin voilà, et ça, tout le monde est concerné, donc tout le monde va devoir s'y atteler assez rapidement. Et ensuite, il y a un troisième point, mais qui, lui, va d'abord concerner uniquement les sociétés de plus de 250 collaborateurs, c'est les obligations de rapport sur les écarts salariales. Donc là, ils vont carrément devoir sortir de la data pour être capable de dire, OK, aujourd'hui, l'état des lieux chez nous, entre les hommes et les femmes, voilà l'écart moyen. Pourquoi? Et surtout, quelle action on va mettre en place pour y remédier. Donc voilà. Si vous voulez être prêt, écoutez ça. Il y a un petit peu de taf, quoi. Donc c'est vrai que ça serait bien de s'y mettre. Le dernier délai, c'est maintenant. C'est ça, les 39,4% qui n'ont rien fait pour l'instant. Florence Foresti, il est 8h30, je commence à 9h et j'habite à 40 minutes de mon travail, je suis large. Ça va être un petit peu compliqué. Il va peut-être falloir mettre des choses en place qui peuvent être effectivement aussi simples que les fourchettes salariales pour commencer. Bon, en tout cas, c'est à garder en tête parce qu'en plus, ça va être de plus en plus recherché par les candidats, même si je suis d'accord avec vous, Julie, et qui dit que c'est compliqué entre la demande du candidat, la demande des clients, les postes à pourvoir, etc. Oui, il y a un petit peu de jonglage à faire. Après, avec une vraie politique salariale, normalement, on est censé être en mesure, du coup, de pouvoir expliquer pourquoi la demande du candidat est hors sol. Et si elle ne l'est pas, du coup, c'est peut-être plus à l'ESN ou à l'employeur de peut-être remettre en question ces grilles. Mais bon, moi, je trouve que c'est une super opportunité parce que ça va un peu mettre fin au côté Far West qu'on connaît tous. En plus, en France, alors on sait, c'est très, très français, mais on a un petit problème avec l'argent. Je veux dire, à table, on adore parler de bouffe, on adore parler de cul, mais par contre, parler d'argent, c'est compliqué. Donc là, ça va remettre un peu l'église au centre du village. Enfin voilà, moi, je trouve ça intéressant comme sujet. Ça va aider les gens en syndrome de l'imposteur qui ne veulent pas demander plus. C'est passionnant. Et en plus de ça, ça va éviter des écarts de j'embauche une personne qui a 5 cas de plus alors qu'elle fait le même poste et le même niveau d'expérience. Et c'est bien que ça s'aligne parce que le problème là actuellement, c'est la surenchère. Mais par contre, quand tu dois faire ton TJM et que tes marges fondent côté ESN, c'est compliqué. Donc il faut mettre un stop à ça et effectivement mettre en place ces mesures, ça va aider, ça va réguler aussi un peu plus le marché, je pense. Et on va finir sur un autre sujet clivant, peut-être un tout petit peu moins anxiogène que la transparence salariale à mettre pour le 7 juin 2026. Mais en tout cas, on voulait papoter avec vous de l'impact de l'IA au quotidien parce que finalement, on en entend beaucoup parler. Donc, on ne pouvait pas ne pas vous en parler dans le baromètre et ce matin. Et on va finir sur ces quelques slides-là. On a voulu savoir si vous aviez intégré l'IA à vos pratiques. Et finalement, c'est assez surprenant parce qu'il y a quand même 37,2% des répondants, du coup, qui n'ont toujours pas mis de l'IA dans leur process de recrutement, donc qui n'ont pas été impactés par cette petite ou grande révolution technologique. Est-ce que pour toi, Jeff, c'est vraiment une surprise qu'il y ait quand même 37% des gens qui ne s'en servent pas encore et qui ne voient pas l'utilité? Ou est-ce que simplement c'est en train de se lancer et on va finir par y arriver petit à petit et se lancer sur toutes les belles choses que ça peut aider au quotidien à faire? Écoute, moi je suis un peu tombé des nues quand j'ai vu le chiffre, parce que du coup ça va faire bien au moins 2 ans que je commence moi de mon côté à l'avoir utilisé. Et 37%, ça me semble assez énorme. Par rapport à ça, alors est-ce que c'est par méconnaissance, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, il y a d'autres IA pour le coup dessus. Mais oui, effectivement, ça paraît surprenant parce que c'est un vrai gain de temps. Une fois qu'on commence à maîtriser la partie prompting, qui est la plus importante, on va dire dessus, ça t'aide à faire plein de choses. Si je prends peut-être des exemples de mon côté, ça m'aide à structurer des offres d'emploi. Typiquement, ça m'aide aussi pour les entretiens que l'on fait en interne. Typiquement, les différents points, les questions à poser, par exemple. Typiquement, si on prend un CV anonymisé, mais qu'on ne maîtrise pas tout à fait les missions, qu'est-ce que ça voulait dire, on peut demander aussi à challenger ces questions-là, et ce qui fait que du coup, ça aide à construire finalement des templates d'entretien pour ça. Donc ça, c'est assez important, je trouve, pour avancer, accélérer finalement son quotidien. C'est vraiment finalement l'emploi d'un super assistant. C'est souvent ce qui revient, c'est que
Bon, il y a parfois des discours alarmistes sur ce que pourrait permettre de faire l'IA. Mais en tout cas, là, actuellement, ce que l'on constate, c'est que, en tout cas, chez Bond, on l'utilise beaucoup comme assistant. Et moi, je le vois beaucoup aussi chez nos clients. Voilà, c'est vraiment gagner du temps sur des tâches un peu à faible valeur ajoutée pour pouvoir consacrer plus de temps à des tâches qu'on ne peut pas encore donner à l'IA. Pas encore, je modère. Mais oui, pour tout ce qui est production, rédaction, ça peut être hyper intéressant. Et parfois même brainstorming. Moi, je m'en sers beaucoup des fois quand je veux explorer un sujet, mais que je ne sais pas forcément quel angle aborder. Voilà, je peux aussi l'interroger dans ce sens. Alors, dans le chat, il y a Aurélie qui dit mais du coup on fait que de la Gen IA. Alors la slide qu'on vous montre là, c'est on a demandé aux recruteurs, du coup aux répondants, vous en servez comment? Et pour l'instant, la porte d'entrée principale de l'IA que en vrai tout le monde pense, c'est aide-moi à rédiger, aide-moi à être plus efficace pour faire mes process, mes scripts, corrige ma mise en forme, aide-moi à générer des emplois optimisés, etc. Par contre, c'est effectivement vrai que on peut normalement aller plus loin sur ça, même si à l'heure actuelle, et la slide d'après, elle le confirme, ben, on ne s'est pas encore très mis en avant. Dans quelle mesure l'IA améliore vos actions de recrutement? Ces personnes à qui on a demandé, ils disent que finalement, moyennement, mais en même temps, on reste sur du Gen IA qui est un assistant secrétaire évolué, voire très peu. Par contre, toi, Jeff, je sais que tu as d'autres IA que tu utilises et d'autres prompts qui peuvent t'aider aussi à faire tout ce qui est la partie matching. Et là, on n'est pas sur du Gen IA, on est sur des choses un peu plus évoluées. Si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, chez Boon, on a l'IA Matching qui est en bêta test pour l'instant et qui, justement, entre le besoin versus le CV du candidat, ça va permettre d'aider, de prioriser aussi ce profil, tel ou tel profil. Ça va permettre également d'aller chercher dans son vivier candidat. Ça, c'est, on va dire, quelque chose qui est souvent laissé. On va souvent chercher à l'extérieur en disant, j'allais faire un tour sur LinkedIn, marquer des requêtes, etc. Et en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de candidats qui sont déjà dans Boond, par exemple. Et le fait d'avoir ce système de matching, ça peut aider, typiquement. Donc ça, on peut s'en servir pour ça. Donc, outre du coup ChatGPT, vous l'avez, c'était l'instant promo Boond également dessus. Mais effectivement, ça t'aide à analyser aussi les compétences, le matching par rapport à ça. Moi, ça m'aide à créer, comme je disais, des éléments pour faire les entretiens, finalement, pour voir si ça va correspondre. Enfin, voilà, il y a pas mal d'utilisations qui sont possibles, que ce soit pour des messages d'approche, pour aussi trouver les bonnes requêtes, parce que sur LinkedIn, tout le monde s'appelle un peu différemment. Je prends l'exemple de recrutement, talent acquisition spécialiste, recruteur en anglais, chargé de recrutement, TAM. Voilà, en fait, on fait à peu près la même chose. Mais du coup, on a tous des noms un peu différents et on peut très bien servir aussi pour cette partie de faire des requêtes booléennes et nous aider à les structurer. Il y a plein de possibilités. Il faut voir ça comme une extension de l'humain pour vous faire gagner du temps sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Mais en fait, de toute façon, ça va potentiellement se développer. Là, comme vous disiez Jeff, sur le matching de l'IA, Boond, on sait que finalement, ces dernières années, un des plus gros, j'allais dire, problèmes que nos clients nous demandaient en fait au support ou en session, etc., c'est coucou, ça fait des années qu'on est sur le marché, qu'on bosse. Oui, on respecte les RGPD, mais en même temps, quand tu fais beaucoup de sourcing et que tu as 2 ans d'historique de sourcing pour piocher dedans, je mets des mots-clés à la main, je mets des filtres, je me rappelle des gens, etc. Mais en fait, mon cerveau, il n'est pas capable de concaténer autant d'informations et je perds du temps à faire mes recherches, etc. Aidez-moi, comment on peut faire? En fait, l'IA, typiquement, quand elle est vraiment entraînée correctement, elle peut vous aider à réduire la quantité de candidats qui est proposée sur un besoin que vous êtes en train de rechercher. Et par contre, nous, ce qu'on rejoint aussi chez Boon, c'est qu'on est quand même d'accord avec, je crois que c'est Elodie qui l'a mentionné, que ça ne fait pas tout non plus. Ça va aider à réduire le nombre de candidats que vous pouvez étudier. Et après, c'est votre œil d'expert qui va prendre le relais parce que l'IA, il n'en est pas encore à faire complètement le boulot à votre place. Et j'ai envie de rejoindre Sarah en disant tant mieux, c'est pas le but, c'est fait pour vous aider à avoir un coup d'avance et à pouvoir utiliser tout ce que vous avez à dispo et tout ce que vous avez charbonné pour mettre dans les systèmes que vous utilisez finalement. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Là, je vois que Manon aussi, par exemple, elle parle de faire du sourcing et faire les premières accroches avec des chatbots. Alors, normalement, chatbot, c'est un peu différent de l'IA, mais ça peut être intéressant.
pour le coup. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jeff, sur la partie IA. Est-ce que tu as d'autres IA en tête que ChatGPT et celle de Boond Ouais, tu peux pour le utiliser aussi matching? bien Moi, j'aime beaucoup, alors pas forcément pour le matching, mais pour la partie recherche, notamment sur des métiers que je connais pas, parce que je découvre beaucoup de métiers aussi dans la tech. Et Perplexity, c'est ultra efficace pour faire des recherches un peu plus approfondies, et surtout, à la différence de pas mal d'IA, eh bien, ça donne les sources. Et ça, c'est ultra important. Ça fait que souvent, ChatGPT ou autres ont tendance à inventer. Perplexity cite à chaque fois ses sources. Et du coup, c'est plutôt. Enfin, voilà, on se base sur des vraies choses. On va dire des articles qui parlent de tel métier, etc. Pour la montée en compétences, je trouve que c'est intéressant. Qu'on soit jeune recruteur ou non, finalement, c'est plutôt selon le métier sur lequel tu vas recruter, tu vas devoir apprendre. Et donc, du coup, avoir un outil comme Perplexity, c'est intéressant. Et puis, en plus, il y a une partie gratuite. On peut utiliser 5 fois, je crois, et après, on doit payer, mais 5 fois sur une journée ou une semaine, c'est assez suffisant dessus. Donc, plutôt intéressant sur cette montée en compétences. Je pense que ça aide aussi à ça. Ah, il y a Elodie qui confirme aussi que Nota, dont tu parlais tout à l'heure, était top pour la prise de notes d'entretien et les résumés derrière. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, tu peux te concentrer sur la personne plutôt que de te concentrer sur le fait qu'il ne faut pas que tu oublies d'écrire un truc. C'est ça. Et c'est français. Faut mettre en avant l'outil aussi. Et c'est RGPD Compliance. Donc, pour le coup, Nota, en plus, sont très sympas. Donc, n'hésitez pas. Alors, dans le même esprit, je vais vous mettre un lien également vers notre blog. Ça m'a rappelé forcément notre partenaire Cockpit, voilà, qui désormais est intégré dans Boond et qui, dans le même esprit, peut vous aider aussi à gagner du temps sur la saisie de vos comptes rendus et, comme vous l'avez dit à l'instant, davantage vous concentrer sur votre échange plutôt que sur la prise de notes. Donc, multi-usage, l'IA, pas que pour, on va dire, faire de la GNIA, il y a plein d'autres utilisations possibles, imagine. On va potentiellement avoir des surprises, je pense, dans les prochaines années sur le suivi, mais c'est tant mieux en même temps. Lequel de vous deux a envie de faire le mot de la fin, avant que je regarde s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu sur ce premier baromètre recrutement Boond? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, tous les deux? Sarah, tu étais en guest aujourd'hui, let's go. Non, j'ai pas forcément de mots de la fin. J'espère, déjà, j'espère que ce format-là vous a plu, parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal posé la question avant de savoir est-ce que ça vaut le coup de faire un rendez-vous des experts sur la lecture ou la relecture d'un baromètre. Voilà, à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, on a hâte de pouvoir vous annoncer la sortie des prochaines études. Restez branchés avec nous. On a dit octobre pour la prochaine, cette fois-ci commerciaux. On fera sûr de vous donner les infos, mais surtout n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la newsletter, sur notre site, sur la partie blog. Comme ça, vous êtes au courant d'absolument tout. Et aussi des prochains rendez-vous des experts. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des trucs spécifiques, des sujets spécifiques qui vous intéressent. Venez papoter avec Sarah et moi sur LinkedIn. La porte, elle est grande ouverte, honnêtement. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos idées, un sujet de folie que vous avez envie qu'on aborde, quelqu'un qu'on pourrait inviter qui est hyper intéressant dans les ESN et que vous pensiez que ça pourrait faire bénéficier à tout le monde. On prend tout ça avec grand plaisir. Eh bien, voilà, j'ai envie de regarder, je regarde qu'est-ce qui se passe dans le chat. On nous dit merci, on nous dit au revoir. Moi, vous souhaite à tous une excellente journée. On espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, un bon week-end, que vous allez passer un bel été, tout ça. Et on vous dit à très bientôt. Jeff, je te dis merci beaucoup d'avoir participé avec nous ce matin. Sarah, merci d'être montée sur scène avec moi. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Il ne faut pas nous laisser toutes les deux, c'est trop dangereux. Merci en tout cas à tous les participants. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé au chat. Ça nous a fait super plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Ah, attends, j'ai Julie qui me ramène à l'alerte. J'ai des questions dans la partie questions. Oui, on a répondu à beaucoup normalement. Il y a la partie IA qu'on avait répondu en live, la partie salariale qu'on a répondu en live. Il y a juste Sabrina qui veut une question sur les fourchettes de salaire qu'on mentionne. Comment est-ce qu'on respecte la loi? Ça, pour le coup, je ne sais pas si Jeff ou Sarah, vous avez les infos. En vrai, vraiment à aller directement à la source et aller consulter toutes les ressources sur la directive européenne, que ce soit sur les liens
gouv.org et compagnie. Tout est expliqué dedans. Ça sera, je pense, le plus pertinent. Fiez-vous à la loi, c'est mieux. Voilà. Hop, et cette fois-ci, Julie, promis, normalement, j'ai fait toutes les questions. Tout va bien. Merci beaucoup pour le reminder et très belle journée. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao.